On a très souvent tendance à penser que le fait de s'arracher les cheveux ou de se triturer la peau compulsivement, c'est juste un manque de volonté. Il suffit d'arrêter, pas vrai? Eh bien, la science nous montre une réalité complètement différente. C'est pas du tout un défaut de caractère. C'est plutôt un incroyable puzzle biologique et environnemental. En fait, la chimie de notre cerveau et notre environnement immédiat s'associent pour créer ce qu'on pourrait vraiment appeler une tempête parfaite. Mais alors, comment est-ce que notre cerveau transforme un geste totalement inoffensif à la base en une compulsion absolue, un truc impossible à arrêter? C'est exactement le mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Pour ça, on va devoir regarder bien au-delà du comportement qu'on voit à l'extérieur et plonger directement dans les mécanismes neurologiques qui déclenchent ces fameuses impulsions automatiques. Au programme, on va faire un véritable voyage de l'intérieur vers l'extérieur, de la chimie du cerveau au déclencheur physique, en passant par la méthode étonnante du découplage jusqu'au rôle vital de l'entourage. Allez, première étape, posons les bases et comprenons de quoi on parle exactement. Ce qu'on appelle les CRCC ou comportements répétitifs centrés sur le corps, ce sont des conditions médicalement reconnues. On parle de la trichotillomanie, donc l'arrachage compulsif des cheveux ou des poils, ou de la dermatillomanie, le triturage de la peau. Et attention, ce ne sont pas de simples tics nerveux ou esthétiques, ça touche quand même près de 3% de la population. Ça naît d'un besoin viscéral, presque vital de relâcher une tension énorme ou de réguler une émotion. Sur le moment, ces gestes apaisent temporairement une anxiété écrasante, ou viennent combler un manque de stimulation. Ce qui nous amène directement à la racine du problème, la chimie de notre cerveau. Parce que oui, le vrai coupable, c'est pas un soi-disant mental fragile, c'est un neurotransmetteur bien précis. Le glutamate. Le système glutamatergique, c'est un peu le réseau de communication d'urgence du cerveau. Mais quand il devient hyper réactif, les neurones se mettent à mal communiquer. Conséquence, le contrôle des impulsions s'effondre littéralement. La tension monte en flèche et le cerveau hurle. Mais vraiment, il donne l'ordre irrésistible de passer à l'acte pour obtenir un soulagement immédiat. C'est plus fort que soi. Et c'est là que la médecine entre en jeu avec une solution scientifique assez élégante. On retrouve 2 molécules phares en première ligne dans les traitements, la N-acétylcystéine, souvent appelée NAC, et la mémantine. Leur super pouvoir commun, elles ciblent directement ce fameux système glutamatergique défaillant. En gros, elles viennent stabiliser et moduler les niveaux de glutamate dans le cerveau pour restaurer l'équilibre chimique. C'est pas juste un pansement, c'est une action directe à la racine biologique du trouble. Concrètement, prendre de l'ANAC ou de la mémantine, ça agit comme un véritable frein neurologique. L'urgence physique s'évapore. L'envie d'arracher un cheveu ou de gratter une imperfection perd complètement sa puissance écrasante. Et ça change tout. Soudainement, la personne retrouve une liberté d'action, l'espace et le temps nécessaires pour stopper cette main qui, autrement, se serait déplacée sur pilote automatique. Mais la biologie ne fait pas tout. Passons maintenant aux déclencheurs, aux situations à risque. Parce que pour comprendre le phénomène, il faut mener l'enquête sur ce qu'on appelle l'écologie du soi. Le pilote automatique, il s'enclenche très souvent pendant des activités sédentaires, quand on lit, quand on regarde une série, ou juste quand on s'ennuie. Ajoutez à ça un lieu propice, comme être seul face au miroir de la salle de bain, ou un état émotionnel intense, comme le stress ou la frustration, et paf, la compulsion s'active. Identifier ces pièges environnementaux, c'est la clé absolue pour pouvoir les désamorcer. Alors comment on déjoue cette boucle d'habitude? En plaçant des obstacles physiques super stratégiques. Mettre de simples pansements sur le bout des doigts, ça annule la sensation tactile que le cerveau recherche juste avant l'arrachage. Porter des lunettes, ça bloque tout simplement l'accès physique aux cils. Et puis il y a ce qu'on appelle les barrières actives. Utiliser des objets à manipuler, tricoter, malaxer de la pâte. Le but de tout ça? Occuper les mains en continu dans les endroits et les moments qu'on a identifiés comme étant à haut risque. Ce qui nous amène à une technique comportementale vraiment redoutable, la méthode du découplage. Le découplage, c'est fascinant. L'idée, c'est de pirater son propre cerveau. Étape 1. L'imitation. On laisse la main entamer son trajet habituel vers les cheveux ou la peau. Mais à l'étape 2, une fraction de seconde avant l'impact, hop, on réoriente brusquement le mouvement. On dévie la main vers le lobe de l'oreille, ou on la repousse fermement loin de soi, avec les doigts bien écartés. Cette accélération et cette tension soudaine, ça crée un véritable court-circuit neurologique. Le cerveau est littéralement forcé de désapprendre son réflexe originel. Mais attention, la magie n'opère que par la répétition. Pour construire ce nouveau réflexe inoffensif, les spécialistes recommandent de pratiquer ce fameux mouvement de réorientation 10 fois d'affilée, au moins 3 fois par jour. Et le mieux, le faire exactement dans les situations où la compulsion frappe d'habitude. C'est un vrai entraînement neuromusculaire qui vient reprogrammer la réaction automatique du corps. En complément, il y a aussi la thérapie d'inversion des habitudes. Le concept clé ici, c'est la réponse concurrente, c'est-à-dire adopter une posture physique qui rend la compulsion totalement impossible à réaliser dès que l'envie se fait sentir. Par exemple, serrer les poings très fort, croiser les bras fermement ou même s'asseoir sur ses mains pendant 1 à 3 minutes.
Ça crée un effet de freezing, un blocage mécanique qui donne juste le temps à l'urgence physiologique de redescendre et de se dissiper. Enfin, parlons d'un facteur clé pour la réussite, le rôle de l'entourage. Puisque ces gestes se font souvent dans un état de transe de manière complètement automatique, l'entourage devient un miroir indispensable. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience bienveillante ou le signalement neutre. L'idée, c'est de faire remarquer très doucement à la personne que sa main se rapproche de son visage, mais attention, sans aucune once de jugement. C'est absolument capital, la honte, c'est le carburant du problème. Toute remarque culpabilisante ferait exploser l'anxiété et relancerait immédiatement le besoin compulsif de s'apaiser. Alors concrètement, comment l'entourage peut aider? En proposant discrètement un objet de substitution pendant un film, en augmentant la chaleur émotionnelle et surtout en célébrant les petites victoires. Gérer ces troubles, c'est un travail d'équipe. Éradiquer la culpabilité, offrir un soutien inconditionnel et maintenir un environnement sûr, c'est de loin le meilleur rempart pour aider à briser ce cycle. Et pour conclure, tout ça nous amène à une réflexion vraiment profonde. Si une simple dérégulation du glutamate ou le fait d'être seul dans une pièce peuvent dicter des comportements physiques aussi irrésistibles, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature même de la volonté humaine? Comprendre cette intersection si intime entre notre neurologie, notre corps et notre environnement, ça ne sert pas seulement à traiter ces troubles. Ça nous invite surtout à observer la condition humaine avec un peu plus de science et infiniment plus de compassion.